Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Connaissez-vous l'histoire de David et Goliath ? Ce récit datant du XIe siècle avant Jésus-Christ nous raconte comment, pendant les 40 jours de bataille qui opposèrent les Israélites aux Philistins, un guerrier nommé Goliath, géant de 2,90 m, avait pour habitude de provoquer chaque matin et chaque soir les soldats israélites. Il tenait à avoir un combat singulier. Il possédait un armement puissant. Rien que sa lance pesait plus de 8 kilos et personne dans les rangs adverses n'osait relever ce défi. Mais un jour, un berger du nom de David accepta le duel. Il avait une simple fronde pour arme. Le coup lancé, la pierre tapa Goliath en plein front qui s'effondra au sol. Le géant avait trépassé. Depuis l'avènement des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin en 2009, les gouvernements et les banques centrales du monde entier sont en émoi. La liberté d'échanger de pair à pair et de stocker de la valeur sans passer par le système bancaire classique suscite une inquiétude grandissante chez ces institutions. Elles y voient une perte de pouvoir et de contrôle, à raison, car Bitcoin est là justement pour séparer l'argent de l'État. La confiance dans les monnaies fiduciaires vacille. Ne voulant pas perdre la main, elles souhaitent amener leur propre solution. Poussons donc la métaphore. Les banques centrales et leur monnaie numérique de banque centrale, MNBC, sont comme le Goliath que notre jeune David, Bitcoin, devra sûrement affronter. Un dernier combat d'anthologie en perspective. Leur pouvoir semble démesuré pour arriver à leur fin et écraser la concurrence. Bitcoin est la crypto la plus à même de devenir un moyen d'échange de valeur largement utilisé grâce à son Layer 2, le Lightning Network. Quatrième news, après le Salvador, le Mexique va-t-il adopter le Bitcoin? On le dit que le Mexique s'apprête-t-il à marcher dans les pas du Salvador en embrassant la crypto phare? C'est ce qu'a proposé Samson Mow devant le Parlement mexicain. Donc Samson Mow, l'ancien chef stratégie de Blockstream, conseille désormais les États intéressés par le Bitcoin. Et voici le message qu'il a porté devant les députés mexicains. Attention, c'est beau, sortez les mouchoirs. Un pays souhaitant adopter une stratégie Bitcoin peut faire 3 choses. La plus simple est d'abord s'abonner à la chaîne La plus simple est de détenir des bitcoins de la même manière qu'il détient de l'or et des réserves de change. Il faut ensuite émettre des Bitcoin bonds pour financer le mining de bitcoin. Le Mexique est un pays riche en énergie. Cela permettrait d'accumuler des bitcoins et de devenir le fer de lance de ce nouveau type d'instrument financier sur la scène financière mondiale. Il faut troisièmement travailler sur une loi Bitcoin comme celle sur laquelle la sénatrice Indira Kempis travaille depuis 2 ans. Une telle loi doit faire du Bitcoin une monnaie légale permettant à tous de payer librement en Bitcoin. Oh, amen, le dieu du Bitcoin. Voilà. Et donc, espérons que ces déclarations trouveront un écho favorable au Mexique. Le monde a besoin d'une nouvelle monnaie de réserve. Après, on te dit que le dollar, ça pue. Le yuan, c'est pas top non plus. Donc, vaut mieux rester sur le Bitcoin. Personne ne peut geler le Bitcoin ou dévaluer le Bitcoin. Il est apatride, doté d'une masse monétaire absolument fixe et non censurable. Il est taillé pour s'imposer comme la prochaine monnaie de réserve internationale. Le Salvador, le premier pays à en voter une loi ouvrant la voie à l'émission d'obligations en Bitcoin. On l'a vu, les volcanobonds, les bonds du Bitcoin via son volcan qui permet de faire tourner la ferme du minage. Et donc, le plan doit permettre au Salvador de lever $1 milliard en Bitcoin. Ces Bitcoins permettront de construire une industrie de mining de Bitcoin tout simplement. Donc, le Salvador, ils font des trucs vraiment bien. Et donc, le président mexicain serait bien inspiré de suivre l'exemple du président de Salvador. Il ne faut pas avoir peur de permettre aux gens de dépenser leur Bitcoin sans restreinte. Le Bitcoin est une monnaie et une réserve de valeur comme une autre. Il ne menace en rien le système bancaire. Il restera toujours indispensable pour évaluer la pertinence des investissements et des financiers. Spartiate, quel est votre métier? Voilà. Good Value qui dit que au niveau de Hong Kong, ils exigent que les banques du territoire soutiennent les entreprises de crypto. C'est excellent. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, on a une directive facilitant l'accès aux services bancaires pour les entreprises du secteur crypto vient d'être mise en place dans la région. Les USA devraient en prendre de la graine. Pourquoi c'est intéressant? Parce que rappelez-vous, on a les USA au niveau de la SEC, tout ça, qui mettent beaucoup de bâtons dans les roues, je sais plus comment on dit, dans les roues au niveau de tout ce qui est crypto. Donc déjà les banques en font galérer tous les projets crypto, tous les échanges, etc. C'est une vraie galère. Et moi de toute façon je l'ai vécu aussi, même pas aux US, mais surtout en France, où j'ai eu beaucoup de galères avec les banques. Impossible de faire un prêt, quoi que ce soit, juste parce que je suis catégorisé dans les cryptos. Et c'est la même chose pour toutes les boîtes qui se lancent dans les cryptos, tout ce qui gravite en fait autour de ce domaine-là.
Pourquoi? Parce que voilà, d'un côté, ça fait un peu peur. Les banques ont peur de ce domaine-là. Du coup, elles essaient de restreindre comme elles peuvent, alors que c'est pas forcément une bonne idée en fait au final. Et aussi, on avait la SEC derrière qui faisait pareil avec Coinbase et qui voilà faisait pas mal galérer. Le problème pour les USA avec ça, c'est que derrière, on a la Chine qui va en profiter. Et eux, la Chine, ils sont pas du tout dans ce mindset-là de se dire, ok, on va brider au maximum les cryptos. Au contraire, ils sont là pour apporter le développement des cryptos et prendre le plus de part du marché, parce qu'eux, ils ont compris que c'est un secteur qui va se développer et qu'on aura du mal de toute façon à complètement arrêter, à bannir. C'est plus possible, c'est déjà trop gros. Et surtout avec la régulation qui a déjà été mise en place, en général, quand en fait un actif, un domaine est régulé, ensuite ça devient impossible pratiquement de le bannir ou de complètement le restreindre. Et c'est ce qui est en train de se passer là durant cette année et même les dernières années. Et du coup, la Chine en profite et eux, ils vont à contre-courant des USA pour dire, bah nous, on fait l'inverse des USA et au contraire, on vous ouvre les portes. Voilà, au niveau des banques, on exige qu'elles soutiennent les entreprises crypto pour développer tout l'écosystème. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir beaucoup d'entreprises qui sont aux USA, qui se développent, qui vont créer beaucoup de revenus, beaucoup d'impôts. Voilà, ils apportent de la capitalisation au niveau du pays. Enfin, ils font marcher l'économie, même si c'est pas énorme, ça reste quand même important. Il sera de plus important avec les années. Et du coup, ces boîtes-là qui font tourner l'économie aux US, elles vont petit à petit, de plus en plus venir en Chine, au niveau de Hong Kong, etc. Parce que ça va être beaucoup plus intéressant au niveau des lois. Et aussi, forcément, voilà, ça va avec, mais les lois, la régulation et le fait qu'en fait, on a une adoption et un mouvement bancaire, un mouvement gouvernement, au niveau du gouvernement, qui est plutôt qui est dans le sens des cryptos, dans le développement des cryptos que l'inverse. Parce qu'on peut très bien avoir une régulation qui a été mise en place comme on a aux US, voilà, avec des choses assez logiques qui se font, mais derrière, on a une contre-volonté, une non-volonté de vouloir développer l'écosystème. Et ce qui se passe avec la SEC. Il y a un autre projet dont je voulais, un autre sujet dont je voulais vous parler rapidement, c'est le fait que on a la CFTC, donc vous savez, un des deux gendarmes de la bourse, qui vient d'infliger une amende extrêmement importante, de 3,4 milliards au fondateur de Mirror. Mirror, c'est une société c'est un DEX, c'est un broker, c'est une société d'échange, c'est une bourse d'échange crypto qui n'a pas respecté les règles, qui a floué tous ses utilisateurs. Et donc là, on a la CFTC qui requiert 1,7 million pour rembourser les utilisateurs et 1,7 million et 1,7 milliard donc pour d'amende, quoi, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ça, donc d'une part c'est une peine maximum et c'est une très très bonne chose, parce qu'on voit que la CFTC commence à vraiment taper sur les projets qui sont pas carrés. Donc ça, franchement, c'est une très bonne chose. Je sais pas, mais quand on voit par exemple les fondateurs de Three Arrows Capital, vous savez, le hedge fund singapourien qui se foutent complètement de l'énorme faillite qu'ils ont généré et qui sont déjà en train de recréer des projets à Singapour. Là, on a la CFTC qui tape extrêmement fort sur les fondateurs de ce scam, et donc je pense que les gens vont réfléchir quand ils sauront qu'il y a une amende de cette envergure à la clé, ils vont réfléchir avant de flouer des centaines, des milliers d'utilisateurs. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Et du coup, on a surtout une amende d'1,7. Où est-ce qu'ils vont aller? C'est 1,7 milliard. Oui, 1,7 milliard pour les utilisateurs et 1,7 milliard dans la poche finalement du gouvernement, enfin de l'administration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des administrations qui vont être de plus en plus riches en crypto. Alors je voulais vous parler de la Belgique et de Bit4You. C'est un exchange, la première plateforme belge en fait, exchange, qui vient de suspendre toutes ses opérations. On a cet article de Crypto, ce qui est très sympa, qui explique tout ce qui s'est passé. Près de 41 800 clients seraient impactés, une perte de 6,5 millions d'euros. En fait, ils ont bloqué les retraits, le temps d'y voir plus clair. Il y a une partie de l'argent qui a été perdue, on va dire, qui est bloquée chez Coinloin, un prestataire de Bit4You qui permettait de générer des intérêts sur les cryptos, un peu comme Celsius. Bit4You, ils étaient aussi impactés à l'époque par Celsius justement, en partie par FTX. Bref, ils ont été impactés, je pense, par plein de choses différentes. Et là, ils sont arrivés à un moment où ils n'avaient plus le choix que de bloquer les retraits pour essayer de voir comment faire en sorte de récupérer une partie de l'argent pour les utilisateurs. En fait, il y a de la crypto, mais sûrement pas pour tout le monde. Donc ils sont en train de voir comment faire pour rembourser les gens, et ça risque de prendre un peu de temps. Donc encore un rappel sur le fait de ne pas stocker toutes vos cryptos sur les exchanges. Les exchanges, vous les utilisez pour trader, pour acheter, vendre des crypto-monnaies, pour certains services spécifiques aussi qui sont disponibles que sur les exchanges, mais surtout pas pour stocker tout. Il y a toujours ce risque qui existe, et il existe pour tous les exchanges. Pour FTX, honnêtement, à l'époque d'FTX, il y a très longtemps, personne ne se doutait que ça pouvait arriver. Du coup, vraiment, on peut se dire que ce type de choses pourrait arriver à n'importe qui.
On attaque la suite avec ZK-Sync qui nous annonce que le DEX Merlin a été hacké. Alors, hacké, non, a été rug principalement, avec 1,82 million de dollars qui ont été subtilisés par les personnes qui ont monté le DEX, et à savoir que ça a été audité par Certic, donc Certic, certainement le meilleur cabinet d'audit à l'heure actuelle de smart contract, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en considération que même si c'est audité, même si c'est sécurisé, même si on a confiance, il y a toujours une part de risque très importante, donc faites toujours très attention à votre exposition si vous êtes en finance décentralisée, ou même si vous êtes en finance centralisée, hein, que ce soit Binance, ou Bybit, ou BitGet, peu importe où vous êtes, faites attention à votre exposition, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas vos cryptos dans le même panier. La dernière fois, en regardant quelques informations sur Internet, notamment sur certains projets que j'analysais, je suis tombé sur un article du New York Times qui expliquait qu'ils avaient arrêté un énième scam dans la crypto, notamment un scam qui avait réussi à récupérer entre 200 et 300 millions de dollars justement sur une escroquerie. Et jusque-là, on peut se dire que c'est un peu chemin courant dans la crypto. Et finalement, donc j'ai été curieux, j'ai regardé un peu ce projet-là, je me suis dit, bon, quand même 200-300 millions, c'est pas des sommes anodines. Donc je suis allé voir un peu ce que c'était, ce truc, cette arnaque. Et quand je suis arrivé sur le site, là, j'ai été hyper étonné parce qu'en fait, tu avais tout qui montrait que c'était un scam. C'est-à-dire que tu avais en gros le capital garanti. Il disait, on est capable de garantir vos fonds et puis du 100% annualisé garanti. Il te mettait des courbes avec les effets composés sur plusieurs années avec du 100%. Alors, je vous invite à faire 2-3 calculs en regardant, par exemple, sur 10 ans, ce que ça fait du 20% annualisé, par exemple, si vous investissez sur certaines crypto-monnaies. C'est des rendements juste qui sont astronomiques. Et eux, ils avaient mis ça, en fait, sur 30 ans avec du 100% annualisé. Donc voilà, vous ferez le calcul, vous mettez du 100% annualisé sur 30 ans, vous verrez que vous allez vous retrouver avec des sommes qui sont juste phénoménales, et forcément que c'est pas tenable. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo parce que je me suis dit, c'est quand même fou parce que quand tu vois ce genre de truc, pour des personnes qui sont, on va dire, un minimum éduquées, qui sont pas naïfs pour le coup, tu vois que c'est une arnaque, tu vois, capital garanti, 100% annualisé, tu dis comment c'est possible que les mecs ils arrivent à faire ça, mais on a l'impression qu'avec la crypto, pour beaucoup de gens, vu que c'est la crypto, vu que c'est quelque chose de nouveau, et vu que oui, historiquement, il y a eu des performances incroyables sur cette classe d'actifs, forcément, c'est quelque chose qui peut être possible. Vu que c'est pas forcément possible dans la finance traditionnelle, on se dit, dans la crypto, il y a quand même peut-être une possibilité parce que, voilà, il y en a qui ont réussi à faire du x1000 ou du x10000. Franchement, du 100% annualisé, ça va, c'est quand même pas cher demandé, quoi. Et donc, ça pourrait potentiellement être possible. Et donc, je me suis dit, au départ, je voulais pas forcément cette vidéo. Parce que, forcément, ceux qui regardent cette vidéo, ils vont se dire, mec, c'est bon, je sais très bien que si je vois du 100% annualisé, surtout garanti dans la crypto, c'est un scam. Et quand on voit les arnaques, notamment comme le Plus Token, qui a pu avoir en Chine, qui a levé plusieurs milliards, le BitConnect en 2017, là, c'est scams et tous les trucs qu'on voit dans la crypto, je te dis qu'en fait, ça peut sembler évident pour certains, mais absolument pas pour d'autres, tu vois. Donc on va découvrir maintenant ensemble Backpack, qui est un nouveau wallet qui intègre à la fois la blockchain Solana et la blockchain Ethereum. C'est l'avantage aussi de ce wallet, c'est qu'il est multi-chain, donc vous pourrez utiliser toutes les blockchains EVM compatibles, et pas seulement Ethereum du coup, mais imaginons Evmos, Canto, ZK-Sync, Optimism, etc. à la suite. Donc là pour l'instant elles sont pas intégrées, mais ça viendra par la suite. Et vous pourrez intégrer surtout Solana. Mais ce qui fait la particularité de Backpack, eh bien c'est une technologie qui n'existe pas encore ailleurs et qui s'appelle les XNFT, Executable NFT. C'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement une manière différente de voir les NFT et de voir tout simplement les applications. Le wallet Backpack se présente sous forme d'extension de navigateur, exactement comme MetaMask ou Phantom ou Rabi ou XDeFi. Vous avez exactement la même chose, les mêmes applications quasiment. Ici, vous pouvez recevoir, envoyer, et l'avantage de Backpack, c'est que vous pouvez claim un username. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de claim à tout jamais, une sorte de nom de domaine que vous pourrez obtenir très facilement au début. Une fois que quelqu'un a claim son username, il ne peut plus être utilisé par quelqu'un d'autre. Donc par exemple, si vous claim, je sais pas moi, votre nom et prénom, il sera à jamais lié à votre wallet. Les devises vont être tokenisées, si vous le savez pas, avec les CBDC. CBDC, ça veut dire Central Bank Digital Currency. Et là, vous le voyez en ce moment, tous les pays du monde, pratiquement, vont avoir leur CBDC. Donc, les devises directement émises par leurs banques centrales respectives. Que vous l'aimiez ou non. Et là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que les CBDC vont être sur certaines blockchains.
est-ce que ça va être des blockchains qu'on peut investir dedans ou ça va être des blockchains privés ou ça peut être une version d'Ethereum privée? Ça va être à voir. Mais chose sûre, les CBDC s'en viennent. On a entendu parler que la blockchain de Stellar pourrait être utilisée. On a entendu parler d'Ethereum, on a entendu parler d'Algorand. Donc ça, faut surveiller ça parce qu'éventuellement, s'il y a vraiment un CBDC qui fonctionne par un pays, qui est sur une des blockchains qu'on voit ici, son prix peut exploser. La première statistique hier qui est arrivée autour de 16h, c'est les statistiques du PIB américain. Les données sont très très mauvaises. Le marché a réagi négativement au début. Le PIB a été annoncé à 1%. Il était attendu à quasiment le double, à 2%. Donc initialement, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Le marché a mal réagi. Mais avec la complexité des marchés, vous voyez aussi comment le marché peut réagir et surréagir quelques heures plus tard. On le verra après. Le marché a finalement explosé. Regardez, le Nasdaq a fini à plus de 43, le Dow Jones plus 1,57. Et les marchés européens n'ont pas eu le temps d'en profiter, mais ils devront en profiter ce matin à l'ouverture. Au final, les marchés explosent aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que cette mauvaise statistique sur le PIB confirme qu'on se dirige vers une récession, et on le sait, c'est l'un des objectifs de la Fed, c'est d'arriver sur une récession contrôlée pour faire baisser coûte que coûte l'inflation. Et on a le sentiment que finalement le marché interprète, c'est bon, l'objectif principal de la Fed est en train d'être atteint, et peut-être qu'ils vont se calmer sur leur hausse des taux. Ne l'oubliez pas, c'est la semaine prochaine, réunion de la Fed le 2 et 3 mai, où pour l'instant, le consensus tape sur une hausse de 0,25, mais on n'est pas à l'abri, imaginez, la Fed qui dit finalement, je n'augmente pas les taux. Et là, ça serait explosif, donc il y a encore des très très belles choses qui peuvent se passer la semaine prochaine. En tout cas, les marchés ont complètement explosé. On le verra, les cryptos en ont un peu profité, mais pas tant que ça, je trouve. Donc aujourd'hui encore, on va avoir énormément de statistiques, à partir de 14h jusqu'à 16h. Et ce qu'on voit pas ici, c'est l'indice CPE, c'est un indice sur les prix, indicateur de prix qui est énormément suivi par la Fed. Pareil, entre 14h et 16h, vous verrez, il y aura énormément de mouvements. On suivra ça encore pour clôturer cette semaine. Et après, pour finir, on arrive en fin de semaine, fin de mois ce week-end. Donc, il y aura beaucoup d'indicateurs qu'on pourra mesurer et confirmer ou pas certaines tendances qu'on verra sur les graphiques. Mais le dollar index qui pourrait peut-être rebondir, on avait vu ensemble que du coup, passé en H4, on commence à accumuler énormément de stops au-dessus de ces sommets juste ici. Donc là, tous les stops des vendeurs commencent à s'accumuler là-haut. Donc là, je vais l'écrire pareil. Stop en rouge. Stop des vendeurs. Hop, on va agrandir en passant 12. Les stops des acheteurs ont été pris ici. Les stops des acheteurs ont été pris également sur ces plumas. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que on a un hedge fund qui vient, donc qui gère des milliards, qui vient de call un short. Ici, je vous mets le screen. C'est sur Twitter que j'ai trouvé ça, bien sûr. Hop. Donc, billionnaire hedge fund manager Stanley Druckenmiller a shorté le US dollar. Et que justement, quand vous avez des hedge funds qui vous donnent leur move, c'est qu'ils font probablement le contraire. Je vois clairement pas un hedge fund, donc un mec qui gère des milliards, venir shorter le dollar index sur les creux de 2022 et de 2023. Pour moi, ça n'a pas de sens, sachant qu'en plus de ça, il y a eu un nettoyage des stop-loss. Dans un bad range, après toutes les bad news qu'on a eu autour du dollar, c'est-à-dire en gros la montée en puissance des BRICS, le fait que la France, la Chine, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, certains pays de Golfe qui font des échanges pétroliers commencent à passer via la monnaie chinoise ou leur propre monnaie locale, que les Émirats Arabes Unis qui font des échanges en milliards avec l'Inde, etc., commencent aussi à passer via soit la roupie indienne ou le dirham émirati, ça montre qu'on commence à se dédollariser un petit peu. Mais malgré tout, toutes ces news qu'on s'est mangées, le prix, il n'a même pas réussi à faire la cassure baissière du range. Et en plus de ça, là, il y a à ce qui paraît un multimilliardaire, enfin, un hedge fund de plusieurs milliards de dollars, où le mec nous dit, nous, on vient de shorter le dollar index. Le trading, je compare pas du tout ça au poker, mais tu peux pas dévoiler comme ça ton jeu et dire, moi, je suis short, venez me liquider plus haut, venez chercher mes stops, ou venez m'invalider. Ça n'a pas de sens. Un milliardaire va jamais dire ici, moi je suis short, etc. Pourquoi call un short ici? Ça n'a pas de sens. Surtout qu'en plus de ça, comme je l'ai déjà expliqué, les éléments de momentum commencent à indiquer un potentiel rebond. Également, le prix quand tu le regardes, tu vois clairement que il y a trop de vendeurs en fait. On n'accumule que des vendeurs. Tous les stops ils sont au-dessus des 103,6.
Le prix commence à bien tanker, on commence à revoir des petites structures se former. Je sais pas, c'est très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre avis. Est-ce qu'il se fout de notre gueule? Est-ce qu'il est sincère, etc. Bon, généralement, tant que c'est pas Goldman Sachs qui colle un short, ça va. Mais bon, quand tu commences à avoir des fonds comme ça qui te disent « Ouais, on est en train de shorter le dollar », c'est un peu bizarre. Surtout toutes les news baissières qu'on s'est mangées. En fait, c'est ancré maintenant dans la tête des gens que... D'ailleurs, ici, les stops vont jusqu'ici. C'est ancré dans la tête des gens que le dollar commence à faiblir un petit peu. Et ça, c'est bizarre parce que le prix ne baisse pas. Enfin bref. Et du coup, les stop-loss seraient ici. Du coup, on peut s'attendre à un rebond du dollar. S'il y a un rebond du dollar, faut faire attention à la réaction des indices. On va commencer par le Bitcoin. En jour-lit, il n'y a rien qui change sur ce graphe puisque j'attends un breakout soit de cette résistance, soit de ce support ici à la baisse. Si on breakout à la hausse, trade jusqu'à la résistance suivante. Si on breakout à la baisse, trade jusqu'au prochain support suivant. Jusqu'au prochain support suivant... Ouais, bref, 2023, c'est la littérature. Sur le RSI, pour l'instant, on se fait rejeter par un support, ce qui est plutôt positif. On est également une fois plus au-dessus du RSI 50, ce niveau-là, qui fait également office de support et de résistance. Suffit de voir ici, on se fait rejeter à la hausse. Ici, on se pète la gueule, c'est un gros dump. Ici, on pète à la hausse, c'est très bullish. Et là, on a fait une sorte de fake dump à la baisse pour ensuite directement réintégrer à la hausse. Et la prochaine résistance sur le RSI, ça se passe ici, autour des 70. Je sais plus qui c'est qui m'a dit, on était dans un rising wedge. Ah oui, ok. Et non un falling wedge. Alors oui, je vais vous le tracer. Hein. Et voilà, donc là je vous ai tracé le rising wedge. Effectivement, cette figure chartiste est valable, mais comme on vous explique régulièrement, les figures chartistes, moi je ne m'arrête pas à cela, même si je suis de formation initiale chartiste, je recoupe toujours par d'autres données pour savoir si c'est celle-ci qui prime par rapport à une autre. Celle-ci, d'abord, effectivement, on peut redescendre sur les 25 000 ici support et casser vers le bas. C'est l'issue d'un rising wedge. Normalement. Et après, tu as la moyenne en plein milieu et ça frappe à chaque fois, pam, pam. Ce qu'il y a, c'est que je comprendrai absolument pas qu'on le fasse maintenant. On avait des occasions de le faire avant, donc ce scénario-là, je n'y crois pas. Et de descendre, ah oui, non. Et il faut savoir aussi que les rising wedge, comme le falling wedge que je vais vous montrer juste derrière, n'ont que des taux de réussite à 60-70%. Donc vous avez quand même des cas de figure où ça se présente pas. Et aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est celui-là dont je voulais parler, le falling wedge pattern. Donc celui-là, je vous l'ai montré sur Twitter. Celui-ci colle également trait pour trait. Et là, on est vraiment sur du long terme. L'autre, on était sur du moyen terme. Et aujourd'hui, tout colle trait à trait avec cette figure-là. Est-ce qu'on a raison pour autant? On ne sait pas. Est-ce que notre scénario s'est invalidé pour l'instant? Non. Donc pour l'instant, on continue sur ce scénario de cycle de Bitcoin qu'on vous a également présenté, où les A, B, C sont égaux. C'est les périodes. Vous avez 13 périodes, 13 périodes, 13 périodes. Et le XY est aussi égal. Donc est-ce qu'on peut s'attendre, comme à chaque fois quand on démarre cette période, à avoir un rallye, voire un bull run? Pour nous, c'est oui. C'est pour ça qu'on reste toujours sur ce schéma-là et non sur ce schéma-là. Et que à moyen terme, on espère effectivement aller sur les 42 000. Ça y est, la plateforme Ultra Games est enfin lancée, j'ai pu la tester et aujourd'hui je vais vous faire mon retour d'expérience et vous dire ce que j'en pense. Alors première chose, ce qu'on remarque quand on débarque sur Ultra Games, eh bien c'est que c'est tout ce qu'on attend d'une plateforme de jeu dématérialisée. Vraiment, il y a toutes les fonctionnalités dont on a besoin. On peut explorer le catalogue, on peut accéder à sa bibliothèque, on peut lancer ses jeux bien évidemment, on peut en mettre en liste de souhaits et on peut aussi en acheter bien sûr. Et ici, on peut en acheter en crypto ou en carte bleue, on a le choix. Donc c'est une très bonne chose. L'interface est claire, elle est propre, vraiment il n'y a rien à redire, si ce n'est 2-3 trucs, mais pour le coup c'est vraiment du chipotage. Le projet Mars4 est vendu comme une représentation virtuelle détaillée en 3D du terrain de Mars, basée sur les données de la NASA. Chaque parcelle de terrain est représentée par un NFT interactif et jouable, mais visiblement on peut également jouer gratuitement puisque je n'ai rien payé pour pouvoir tester. Mais je suppose aussi que je ne vais rien pouvoir gagner. J'adore le genre, à savoir un mélange d'exploration, de craft et d'ingénierie un peu à la Satisfactory pour ceux qui connaissent. Attention, je ne dis pas que j'adore ce jeu, mais j'adore le genre. Donc là, je me retrouve, mon vaisseau s'est crashé sur Mars avec pour objectif de construire ma base avant que ma réserve d'oxygène ne tombe à zéro. Spoiler alert, j'ai pas réussi. Je pense qu'il me fallait un dôme, mais j'ai remué ciel et terre pour le construire au péril de ma vie, mais impossible de le poser, je ne sais pas pourquoi. Soit c'est mal expliqué, soit je suis un sgeg. Sauf preuve du contraire, on va rester sur la réponse A. En vrai, c'est plutôt cool, mais si
si c'est basé sur Mars, niveau exploration, on va vite avoir fait le tour. Niveau gameplay, ça fonctionne bien, par contre, j'ai vite trouvé mes marques, sauf pour utiliser ce foutu outil pour supprimer les assets construits. Je n'ai toujours pas trouvé comment faire. De ce que j'ai pu creuser, les propriétaires peuvent construire, louer et vendre leurs propriétés tout en gagnant le token Mars4. Le jeu est inspiré de concepts scientifiques et offre une expérience immersive où les joueurs explorent, extraient des ressources, construisent des colonies et survivent sur la planète rouge. Les joueurs peuvent participer à une économie autosuffisante et à long terme de terraformation de la planète. 99 888 parcelles de terrain, chacune créée à partir de données géographiques précises de la planète, ça fait beaucoup. Les propriétaires peuvent augmenter la valeur en développant leur terrain pour générer un revenu passif et exploiter ses ressources. Les NFT prennent de plus en plus de place dans le monde et c'est maintenant en Roumanie qu'on se retrouve pour poursuivre sur ce sujet. Car le pays a décidé de se lancer dans l'écosystème en créant une plateforme de NFT d'État. Alors ça c'est quand même ultra original, hein. Je sais pas si c'est le premier truc que j'aurais fait si j'avais été à la tête d'un pays, mais bon, faut bien commencer quelque part. La plateforme a été baptisée ICI des services, sachant que le ICI Bucarest est l'Institut national de recherche informatique du pays. Cette plateforme sera tout d'abord disponible uniquement pour les institutionnels pour tenter de développer les cas d'usage des NFT, une chose plutôt compréhensible afin de protéger les investisseurs particuliers. Et puis de toute manière, si les gens veulent vraiment acheter des NFT, ils peuvent toujours aller sur OpenSea ou d'autres sites sur Internet. Et on finira la vidéo du jour aujourd'hui avec un jeu qui porte presque le même nom, qui s'appelle Champions Arena, qui est un MOBA avec pas mal de hype, qui est propulsé du coup par Gala Games. Gala Games qui bénéficie aussi bien sûr de tout son écosystème et de pas mal de hype. Et du coup, donc, ça a été annoncé pour du coup très bientôt, puisque pour l'instant, en fait, ils font différentes phases de test, et les phases de test se sont bien passées. Voilà. Donc ceux qui veulent rejoindre les phases de test, n'hésitez pas du coup à rejoindre leur Discord, parce que du coup, vous pouvez vous inscrire en fait pour tester les jeux. En tout cas, on attend du coup la version bêta très prochainement, a priori du coup pour le mois prochain. Donc voilà, tenez-vous au courant. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.